Bon, ça au moins, ça n'était pas une chanson politique. Céline Dion a remporté avec elle le concours Eurovision de la chanson 1988 au nom de la Suisse. Mais d'autres années, les organisateurs du concours s'arrachent les cheveux pour tenir la politique à distance de ce qui se veut comme une grande fête de la pop et de l'unité. Cette année 2024, par exemple, la chanteuse Eden Golan et son titre October Rain, pluie d'octobre, doivent représenter Israël lors du concours qui se tiendra en mai. L'attaque du Hamas du 7 octobre n'est pas directement mentionnée dans les paroles, mais c'est bien cet événement que la chanson évoquerait selon les médias israéliens. L'Eurovision doit rendre une décision. Est-ce qu'il s'agit de paroles trop politiques? Est-ce qu'elles sont en contradiction avec son règlement? Bonjour Isabelle Corna. Bonjour Eric. Si cette chanson est refusée, Israël menace de se retirer de la compétition. Cette question de la couleur politique des chansons, à vrai dire, ça n'est pas la première fois qu'elle se pose. Non, il y a eu d'autres cas de paroles jugées politiques. On peut citer l'Arménie en 2015 qui parlait dans sa chanson du génocide de 1915 avec un titre assez direct, Don't Deny, ne niez pas. Elle a finalement accepté de modifier le titre. Ou encore en 2009, peu après la guerre éclair entre la Russie et la Géorgie, le groupe géorgien jouait sur les mots avec ce titre We Don't Wanna Put In. Une chanson qui n'avait pas passé la rampe, jugée trop politique, les chanteurs avaient refusé de modifier le texte. Par contre, en 2016, 2 ans après l'annexion de la Crimée, l'Ukraine avait participé avec cette chanson qui parle de la déportation des Tatars de Crimée sous Staline. Quentin Mauduit, chercheur en sciences politiques, auteur d'un podcast qui décrypte l'Eurovision. Il y avait une demande des Russes de disqualifier la chanson parce que selon eux, elle était politique, c'était un message politique. L'Union européenne de radio-télévision a affirmé qu'il s'agissait d'une évocation d'un événement historique qui était scientifiquement prouvé et donc ce n'était pas une chanson politique puisque ça rappelait simplement un événement historique qui s'était déroulé en Crimée en 1944 puisque 1944 était justement le titre de la chanson de l'Ukraine et de l'artiste Jamala. Que dit le règlement du concours Eurovision précisément ? Eh bien que les participants doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la compétition ne soit en aucun cas politisée, instrumentalisée ou discréditée. Dean Vuletic, historien, auteur du livre L'Europe de l'après-guerre et le concours de l'Eurovision. Cette règle est en fait un développement assez récent dans l'histoire du concours. La première fois qu'un élément de cette règle a été introduit dans le concours, c'était en 2000, quand il a été déclaré que les candidatures au concours ne devaient pas discréditer l'Eurovision. Et depuis, nous avons vu cette règle évoluer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Au milieu des années 70, par exemple, la Grèce a envoyé une chanson à l'Eurovision qui parlait de l'invasion de Chypre par la Turquie. La télévision turque a protesté contre la chanson, mais les organisateurs ont répondu qu'il n'y avait pas de règle interdisant le contenu des paroles, pas de règle concernant le contenu politique, qu'ils n'allaient donc pas interdire la chanson. Et ça s'est terminé avec le boycott de l'Eurovision par la Turquie cette année-là. Oui, Isabelle, comment définir ce qui est politique et ce qui ne l'est pas? C'est pas toujours évident. Effectivement, on pourrait affirmer qu'une chanson sur les politiques migratoires ou pour la lutte des droits LGBT est aussi engagée aux politiques. Dean Vuletic. On peut voir beaucoup de chansons politiques à l'Eurovision, mais la question, c'est de quel type de politique il s'agit. Si l'on repense par exemple à 2014, lorsque Conchita Wurst chantait pour l'Autriche, elle chantait la chanson Rise Like a Phoenix. Il n'y avait rien d'explicitement politique dans cette chanson. Mais la stratégie marketing autour de sa chanson était basée sur le fait qu'elle promouvait des droits des minorités sexuelles et qu'elle dénonçait aussi la politique anti-homosexuelle du gouvernement de Vladimir Poutine. Néanmoins, ça a été autorisé par les organisateurs, l'Union européenne de radio-télévision, parce que les droits des minorités, en particulier des minorités sexuelles, c'est quelque chose qu'ils soutiennent. Je dirais que la règle de base, c'est qu'une chanson ne doit pas être politiquement offensante envers un groupe de citoyens en particulier. Là, c'est pas la première fois qu'on mentionne le conflit israélo-palestinien dans une finale de l'Eurovision. Non, par exemple, en 2019, alors que l'édition se tenait à Tel Aviv, les artistes islandais avaient déployé des écharpes en soutien à la Palestine devant les caméras. L'Islande avait alors écopé d'une amende. Cette année, les appels se multiplient pour demander à ce qu'Israël soit exclu tout simplement du concours. Les pétitionnaires dénoncent des crimes de guerre à Gaza. Et que répond l'UER, donc l'Union européenne de radio-télévision, qui organise le concours Eurovision ? Eh bien que ce concours est apolitique, que c'est une compétition entre les radiodiffuseurs de services publics, pas un concours entre gouvernements, que la radio-TV israélienne n'a pas violé les règles du concours ou les valeurs du service public, ce qui a été reproché par contre à la Russie il y a 2 ans. Oui, la Russie, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine en 2022, avait été bannie de l'Eurovision.
Oui, dans un communiqué, les organisateurs avaient précisé qu'à la lumière de ce qui se passait en Ukraine, une candidature russe pourrait jeter le discrédit sur la compétition. Le fait que la Russie soit sous sanction internationale alors qu'Israël ne l'est pas peut aussi jouer un rôle, note Dean Vuletic. Bon, la géopolitique s'exprime, cela dit, de plusieurs manières dans ce concours de l'Eurovision. Le vote du public dans la finale, parfois aussi, c'est un miroir des conflits en cours. Oui, on voit souvent le public voter par affinité culturelle ou régionale, parfois davantage que pour des raisons artistiques ou musicales. C'est pour lutter contre ce biais que le vote d'un jury a été réintroduit, notamment Quentin Mauduit. La réintroduction des jurys en 2009 au concours avait en partie pour but de réduire ces votes de voisinage ou ces anti-votes. Mais si vous regardez le vote des jurys de l'Azerbaïdjan, ils classent en permanence l'Arménie dernière de leur classement. Donc c'est là où on voit que même les jurys sont en fait partiellement politisés et doivent recevoir très probablement une consigne de ne pas classer ou en tout cas de mettre automatiquement l'Arménie en dernier et inversement. Les jurys arméniens mettent l'Azerbaïdjan toujours en dernier dans leur classement des jurys. Enfin, participer à l'Eurovision, c'est aussi ce qu'on appelle du soft power. L'Azerbaïdjan en 2012, quand le pays remporte le concours, a vraiment utilisé l'exposition médiatique, notamment la finale de 4 heures, comme une véritable carte postale touristique pour se faire connaître et aussi pour attirer probablement une forme de sympathie autour de l'image du pays, bien sûr sans montrer la dictature en place et les répressions policières très violentes qui avaient pourtant lieu en même temps que la soirée de l'Eurovision. On saura probablement à la mi-mars si Israël peut concourir finalement avec les paroles de sa chanson October Rain. Voilà, vous nous tiendrez au courant. Merci Isabelle Cornat.